Salut, j'espère que tu vas bien pour ce nouvel épisode de Cap Copywriting. On continue avec ce livre de Gilles Andrews qui s'intitule Making Your Website Work et je vais donc te parler de 5 nouveaux conseils qu'elle nous donne pas entre le 25e et le 50e conseil qui me semble intéressant. Alors, bien sûr, moi je te conseille de l'acheter ce livre, il est assez sympa si tu veux améliorer les conversions sur ton site web. Il y a tout n'est pas forcément adapté à tout type de business. Elle travaille surtout avec des entreprises de services. Donc voilà, ce sera plus adapté à cette cible-là. Mais c'est intéressant. Alors, on va commencer par ça. Quelle est l'émotion qui tue tes conversions? L'émotion, elle explique, c'est la peur. Parce que c'est vrai, dès qu'il y a de la peur, de l'hésitation, ben, la personne elle va se dire non, non. Alors, quelles peurs peuvent s'exprimer? La première peur, c'est je ne sais pas ce que vous voulez dire. Et donc, je ne suis pas sûr de ce que vous proposez. C'est pour ça qu'elle dit il faut être toujours clair dans ta copie. Comment est-ce que tu es clair? Ça, c'est moi qui te le dis. Ben, tu te fais lire par un ami ou pour que ce soit clair, tu le lis à l'oral. Si t'arrives pas, si tu bégayes sur un mot ou tout, c'est que c'est mal écrit. Pas sûr de vos frais. Quels sont les honoraires? Est-ce que c'est par heure, jour, projet? Voilà, c'est ce que je te disais, c'est par service. Et donc, elle dit d'énoncer clairement, ouvertement, énoncer ouvertement vos frais, mentionner une fourchette, indiquer à vos prospects ce que vos frais vont engendrer et comment c'est calculé. Je ne sais pas comment ça marche. Que se passe-t-il après que je l'ai contacté? Donc toujours après un call to action, il faut mettre qu'est-ce qui va se passer. Les gens ils veulent pas aller dans le flou. C'est vraiment un truc que personne n'aime. Je ne sais pas si vous ferez du bon travail. Et est-ce qu'elle est bonne? Et si voilà, est-ce qu'elle est bonne? Et si je ne suis pas heureux? Ben, ça tu utilises des témoignages hein, clairement. Je ne sais pas si vous vous entendrez. Est-ce que je l'aimerais? Donc c'est là que pour savoir si ça va accrocher, la personne va regarder ton à propos, voir quitter un petit peu. Ça c'est intéressant. Alors, on continue. Autre conseil, c'est comment améliorer la visibilité du contenu pour garder les visiteurs plus longtemps, pour qu'ils ne soient pas perdus. Il y a pas mal de conseils euh, pour, euh, pour y arriver parce que les gens, s'ils fuient, eh ben, ils n'achèteront pas. Alors, comment les garder? Premier truc, c'est une police minimale de 16 pixels pour le corps du texte. Moi, je pense qu'on peut descendre à 14, mais vraiment pas en dessous. 16, je trouve que c'est bien. Mon site, il a 16 pixels aussi. J'ai déjà été avec des clients qui sont à 12. C'est pas assez courant en fait en B2B, mais c'est vraiment une mauvaise idée. Et si le mieux, bon, moi je suis pas designer, mais je sais que ça existe, c'est les polices fluides qui s'adaptent à la taille de l'écran. Enfin, moi je trouve que c'est pas mal. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a des designers qui me diront non, c'est pas bien parce qu'il peut avoir des problèmes avec. Bon, moi j'ai utilisé ça sur mon autre site qui est. En fait, je crois que j'ai utilisé ça sur mes deux sites maintenant que j'y pense. Bref, faites des paragraphes courts, maximum 4 à 5 lignes, sachant que les lignes ça va vite augmenter quand ça sera sur mobile. Alors, est-ce que tu fais un site mobile first? Ça dépend des gens qui vont sur ton site. Utiliser des titres et des sous-titres tout en faisant attention à la hiérarchie visuelle. Bon, les sous-titres, en fait, c'est d'avoir des cross-heads, on appelle ça. C'est des titres centraux pour en gros, faciliter la lecture, pour introduire une nouvelle section. Et ces cross-heads, ils sont censés, à eux seuls, raconter une histoire. Si quelqu'un passe de cross-head à cross-head, il doit pouvoir comprendre ce qui se passe. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Utiliser des listes à puces. Surlignage italique gras, c'est toujours pour même des parenthèses, c'est pour casser les schémas, quoi, pour briser la monotonie visuelle. Et autre truc, c'est les images, bien sûr, classiques. C'est vrai que parfois il y a des pages de vente qui sont, mais elles sont horribles à voir, c'est que de l'écriture. Bon, si si ça fonctionne, tant mieux. Moi, je pense que ça fait jamais de mal de rajouter un petit peu de visuel. Pourtant, je suis un copywriter, mais bon. La FAQ. Alors, elle dit, vous n'avez pas besoin d'une FAQ parce que vous avez besoin, en fait, une FAQ. Parfois, peut-être, vous en avez besoin, dit, mais souvent non.
elle nous dit les avantages. Ça fait gagner du temps parce que bon, tu l'as là sur la page, on n'en parle plus. Ça élimine les mauvaises pistes pour le client. Ça rassure les clients d'IA. Ça peut booster le référencement. C'est vrai que c'est pas mal plébiscité par les experts SEO. Le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui visiteront. Ben, ça, c'est clair, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont y aller. Mais ceux qui vont y aller, c'est qu'ils sont grave chauds. Où est-ce qu'on peut les mettre? Page d'accueil, page de contact, elle nous dit, page de service, produit, sur la page de paiement. Moi, je le rajoute pour les SaaS sur la page des tarifs direct. Direct, c'est super, super bien. Comment créer un lead magnet efficace? Bon, ça c'est assez intéressant, un lead magnet. Hein. Si tu as écouté les autres épisodes, moi je suis fan de direct marketing et lead magnet c'est une manière d'amener quelqu'un à toi doucement pour ensuite pouvoir lui vendre quelque chose. Et donc elle nous dit c'est pas mort les lead magnets. Non, effectivement c'est pas mort, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y en a qui le disent, mais il y en a qui sont contre. Mais non, c'est pas mort du tout et ça fonctionne. Comment en fait, qu'est-ce que ça va servir? Ça va servir déjà à un peu faire écrémer des personnes que tu n'as pas envie, et les gens qui vont s'abonner, c'est qu'ils sont intéressés par ce que tu as à dire. Ça va pouvoir amplifier ton message. Ils vont pouvoir être convertis à la newsletter. Enfin, ils vont pouvoir voilà, ils vont être spectateurs, lecteurs de ta newsletter, et ils pourront devenir eux-mêmes clients après, et peut-être acheter, et peut-être amener des amis à eux qui vont me conseiller. Donc pour qu'un lead magnet soit efficace, qu'est-ce qu'il doit? Il doit être ciblé pour que les nouveaux abonnés soient également intéressés par votre email newsletter, ce qu'elle nous dit, offre votre contenu, offre payante. Faut pas que ça soit pas du tout en rapport avec ce que tu proposes. Si par exemple, j'ai travaillé avec un logiciel ça m'échappe là, dans l'immobilier, tu peux faire une checklist pour les agents immobiliers, tu vois. Bon, bref. Mais en fait, il faut savoir ce qui les intéresse, et c'est toujours ça. Classique. Elle doit être ultra utile, donc répondre à des problèmes actionnables. Ça, c'est super important. C'est que ça doit pas être théorique. En fait, un lead magnet, tu dois pouvoir appliquer des conseils directement et voir les résultats. Et ça doit être facile à consommer. Et ça, en fait, pour un bon lead magnet, c'était celui de David Gaudreau là, dont j'ai parlé un jour, qui était hyper actionnable, hyper ciblé et tout, très bien. Astuce bonus, elle nous dit, je te la donne ou pas? Ouais, je te la donne. Si vous pouvez créer une page dédiée avec votre lead magnet principal et le classer dans la recherche, vous obtiendrez un flux constant d'abonnés sans lever le petit doigt. Et donc, c'est excellent ça. 49e et dernier conseil pour la journée, c'est faites en sorte que vos prospects vous fassent davantage confiance en étant précis. Elle nous prend un exemple et c'est assez marrant, tu vois. Ça me fait penser à quelque chose. C'était t'as ton enfant, il rentre plus tard que d'habitude. Tu lui demandes pourquoi. Il te dit j'ai été retenu à l'école, ou deux, monsieur le maître m'a demandé de rester après les cours pour discuter de la pièce de théâtre que nous jouons vendredi et j'ai raté mon bus. Donc du coup, la plus crédible, on est d'accord, c'est la deuxième option. Et ça me fait penser, j'avais vu un film où je sais plus si c'était un policier ou un mec qui devait infiltrer la pègre. Et donc il avait appris une histoire à raconter avec plein de détails. Et c'était plus crédible, il s'était fait accepter comme ça. C'est vrai. Hein. Et donc comment est-ce que tu rends une copie crédible? Tu mets des chiffres, c'était quelque chose qu'on a vu par le passé avec les grands copywriters, les maîtres copywriters. Tu mets des chiffres, tu rentres dans les détails et tu restes pas vague. L'abstraction, c'est l'ennemi de la vente. Voilà, j'espère que ça t'a intéressé. Je te retrouve demain pour 5 nouveaux conseils et j'espère que j'aurai un peu plus d'énergie.